Bonjour les élèves de la première année sciences maths et première année sciences sexe. Dans cette séance, on va traiter le cours énergie mécanique d'un corps solide. Introduction. Le plongeur possède une énergie potentielle de pesanteur lorsqu'il est sur le plongeoir et essentiellement de l'énergie cinétique lorsqu'il entre dans l'eau. Comment s'assurer que la transformation de l'énergie potentielle en énergie cinétique est totale ou non? Quelle est la relation entre cette transformation et l'énergie mécanique? Grand 2, expression de l'énergie mécanique. Prenons l'exemple de la chute libre d'une bille dont le champ de pesanteur considéré comme uniforme. Écrivez la variation de l'énergie cinétique delta EC en fonction de la variation de l'énergie potentielle delta EPP au cours du déplacement du centre d'inertie de la bille de la position A vers la position B de côte ZB. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer? Voilà, donc d'après le théorème d'énergie cinétique, avec les abrégés théorème d'énergie cinétique, on a delta EC est égal à la somme des travaux de force appliqués. Appliquée. Or, le corps est en chute libre. La seule force qui sera appliquée, c'est son poids P. Donc, qui est égal au travail du poids P pour aller de la position A vers la position B. Donc, cela implique que delta EC est égal à ECB moins ECA est égal au travail du poids pour aller de A à B. Or, dans le cours précédent, on a démontré que le travail du poids est égal à moins la variation de l'énergie potentielle dans le cas d'un corps en chute libre. Donc, qui serait égal à moins delta EPP. On en déduit que delta EC est égal à moins delta EPP. Donc, je remplace le delta EC par son expression EC au point B moins EC au point A est égal à moins delta EPP, c'est-à-dire EPP au point B, moins avec moins, on aura un plus EPP au point A. Donc, cela va nous donner que EC au point B plus EPP au point B est égal à EC au point A plus EPP au point A. Donc, comme vous voyez que l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle de pesanteur au point B est égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. C'est-à-dire que cette valeur est égale à une constante. C'est-à-dire cette somme-là, énergie cinétique plus énergie potentielle à chaque instant, sa valeur, elle est constante. Donc, conclusion, au cours du mouvement, lorsque
EC augmente, c'est-à-dire l'énergie cinétique augmente. EPP diminue. Et vice-versa. C'est-à-dire inversement. Et la somme EC plus EPP reste constante. Cette somme joue le rôle très important. Donc, il joue un rôle très important en mécanique. On la nomme énergie mécanique, note EM. Donc, définition. Donc, on va donner la définition de l'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique d'un solide dans le champ de pesanteur terrestre est la somme de son énergie et la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle et de son énergie potentielle. De pesanteur. On écrit EM est égal à EC plus EPP. Elle s'exprime en joules, c'est-à-dire son unité est le joule G dans le système international, c'est-à-dire dans SI. Au lieu d'écrire système international, on réduit cette écriture à son abrégé SI. Dans le cas de translation, on aura EM qui est toujours égal à EC plus EPP. Donc, dans le cas de la translation, l'énergie cinétique est égale à 1 sur 2 mv carré. Or, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mg en facteur de z moins z0. Dans le cas de la rotation, on a toujours, d'après la définition, EM est égal à EC plus EPP, qui sera égal à 1 sur 2 g delta oméga carré plus mg en facteur de z moins z0. On passera maintenant à l'application 1 parmi les trois graphiques suivants, lequel correspond à l'évolution de l'énergie au cours de la chute libre d'un objet. On a trois graphiques. On sait qu'à l'instant t est égal à 0. Voilà, à cette position. L'instant t est égal à 0. Le plongeur se trouve ici, c'est-à-dire son énergie cinétique elle est nulle. Et son énergie potentielle n'est pas nulle, c'est-à-dire elle possède une énergie potentielle qui est égale à mg, est égale à mgh. Donc, je peux choisir ici à l'instant t est égal à 0. On a ici l'énergie potentielle qui est nulle. Donc, ce graphe-là, elle est
n'est pas compatible à la bonne réponse. Il me reste ces deux-là. Tous les deux, à l'instant t est égal à 0, ici EPP est maximal, EC minimal. Mais au cours du mouvement, comme vous voyez, plus que le plongeur s'approche du sol, plus que son énergie potentielle diminue et son énergie cinétique augmente, c'est-à-dire au sol, qui est la référence d'une énergie potentielle, son énergie potentielle sera égale à 0 et son énergie cinétique elle sera maximale. Donc la bonne réponse sera celle qui est représentée dans le graphique 3. Donc c'est à éliminer. Donc graphique, la bonne réponse c'est le graphique 3. Donc celle du graphique 3. Donc pour la conservation de l'énergie mécanique, cas de la chute libre, activité expérimentale. Une bille de masse petite m est égale à 250 grammes. La sèche sans vitesse initiale tombe verticalement dans l'air. On néglige tous les frottements de l'air. On prend G est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Donc je corrige, c'est newton par kilogramme. À l'aide d'une webcam, on réalise la chronophotographie suivante. Les images sont prises dans toutes les 40 millisecondes. Les points enregistrés de la chronophotographie sont inscrits sur le tableau ci-dessous. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle dont la cote Z est égale à 0, c'est-à-dire la position A6. Donc dans cette position-là, on a la référence, c'est-à-dire EPP est égal à 0. Donc tout d'abord, on va calculer la vitesse en utilisant la relation. Ici, on a un enregistrement, le mouvement il est rectiligne, mais il n'est pas uniforme parce que la distance entre les points varie au cours du temps. Donc, on va calculer la vitesse en utilisant la relation de AI moins 1, AI moins 1, AI plus 1 sur 2 temps, si je veux calculer la vitesse VI. Donc, au premier point, la bille il est lâchée sans vitesse initiale, c'est-à-dire que sa vitesse sera égale à 0. Et avec cette relation d'encadrement, je peux calculer la vitesse à chaque point. Donc, ici, je trouve, en faisant l'application numérique, je trouve la valeur de 0,400 et je remplis le tableau 0,775, 1,175, 1,563 et 1,963. Si je ne peux pas calculer la vitesse, pour l'énergie cinétique ici, elle sera égale à 0 puisque la vitesse est égale à 0. 0,020, 0,075, 0,173, 0,305, 0,481. Si je ne peux pas calculer la vitesse, pour le EPP est égal à 0,694, 0,670, 0,616, 0,517, 0,385, 0,211, 0 pour la valeur de l'énergie, c'est la référence,
puis la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle pour trouver la valeur de l'énergie mécanique. On trouve ici 0,694, 0,690, 0,691, 0,690, 0,690, puis 0,692. Ici, je ne peux pas calculer la vitesse. Donc, pour la première question, c'est de tracer EPP en fonction du temps, EC en fonction du temps et EM en fonction du temps. Donc, comme vous voyez d'après ce graphe-là, on a la valeur de EM, elle est constante. Sa valeur est à peu près égale à 0,690. Donc, j'ai représenté cette valeur qui est EM en fonction du temps. Puis, je fais la représentation de EC et de EPP point par point. Voilà la forme de EPP qui est en rouge et celle qui est en bleu, elle représente ECC. Voilà, donc préciser comment évolue chacune des grandeurs EC, EPP et EM pendant la chute. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer? Donc, on constate que l'énergie cinétique augmente et que l'énergie potentielle, elle, diminue. On constate que l'énergie cinétique augmente alors que l'énergie potentielle diminue. Mais l'énergie mécanique reste toujours constante. Reste toujours constante. On dit qu'il se conserve. Reste toujours constante. On dit qu'elle se conserve. Donc, au cours d'une chute libre, l'énergie mécanique se conserve. L'énergie mécanique se conserve. On écrit EM est égal à une constante, c'est-à-dire que delta EM, la variation de l'énergie mécanique, elle sera égale à 0. Donc, on passera maintenant à petite 2, cas de translation sans frottement sur un plan incliné. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre deux points A et B, montrer que l'énergie mécanique se conserve. Voilà, donc, système étudié. Système étudié. On a le corps S. Corps S.
Les forces appliquées sur ce corps S, on a GP, son poids, et on a, voilà, le poids GP, et on a A'R, voilà, A'R, la réaction du plan. La réaction du plan. Donc, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées sur le corps pour se déplacer de A vers B. Donc, delta EC est égal au travail du poids pour aller de A à B, plus le travail de R pour aller de A à B. Donc, le travail de R pour aller de A à B sera égal à 0, puisque les frottements sont négligeables, et comme vous voyez que R elle est perpendiculaire au sens de déplacement. Donc, travail de R sera égal à 0, car les frottements sont négligeables. Sont négligeables. R perpendiculaire au plan AB. Donc, on aura, donc je remplace le EC, donc EC sera égal à EC au point B moins EC au point A, qui est égal au travail du poids pour aller de A à B. Or, ou bien d'autre part, on sait que le travail de P pour aller de A à B sera égal à moins delta EPP. Donc, cela implique que delta EC sera égal à moins delta EP. C'est-à-dire que EC B moins EC au point A sera égal, donc c'est-à-dire égal à moins EPP au point B plus EPP au point A. D'où EC point B plus EPP au point B sera égal à EC au point A plus EPP au point A, c'est-à-dire EM au point B sera égal à EM au point A. Donc, on aura conservation de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique se conserve. Ok, on passera maintenant à la conclusion. Donc, dans cette conclusion, au cours d'une chute libre ou d'un mouvement de glissement sans frottement sur un plan incliné, l'énergie mécanique reste constante. On dit qu'il se conserve. Donc, au cours
d'une chute libre ou d'un mouvement de glissement sans frottement sur un plan incliné, l'énergie mécanique du système reste constante. On dit qu'il se conserve. On dit qu'elle se conserve. Puisque dans les deux cas, la seule force qui travaille est le poids P, et le poids P. On dit que P est une force conservative Application 2. Dans la situation illustrée par la figure ci-contre, quelle est la hauteur atteinte par le skieur si on néglige les frottements? On prend G est égal à 10 newtons par mètre. Ok, donc on a système étudié, skieur, système étudié, on a le skieur de masse M. Les forces appliquées sur le skieur, on a GP, son poids, AR, l'action du plan, ou bien la réaction du plan. Puisque les frottements sont négligeables, cette action elle sera perpendiculaire. Donc il y a absence des frottements. Donc l'énergie mécanique se conserve. Donc l'énergie mécanique se conserve. Et la seule force qui travaille est le poids. Et le poids P qui est une force conservative, qui est
une force conservative. C'est-à-dire que l'énergie mécanique reste constante. Donc, énergie mécanique initiale, à l'état initial, elle sera égale à l'énergie mécanique à l'état final. Voilà, si je prends cet état, donc j'ai cet état comme état de référence, donc on aura à l'état initial ECI plus EPPI, il sera égal à ECF, qui est l'énergie mécanique à l'état final, plus EPPF. Donc, ECI est égal à 1 sur 2 MV1 au carré. EPI est égal à MGH1, donc plus MGH1, qui sera égal, je fais ici HI, 1 sur 2 MV1 au carré plus MGHI est égal à 1 sur 2 MVF au carré plus MGHF. Donc, je peux simplifier ici le M et je cherche le HF à quoi est égal. Donc, cela implique que VI au carré sur 2 moins VF au carré sur 2 plus GHI, où le HI est égal à 0 parce qu'on a choisi ici la référence. Donc HI est égal à 0, donc il sera égal à HF. Donc cela implique que HF, elle sera égal à VI au carré moins VF au carré sur 2G. Application numérique, je trouve que HF est égal, donc on a pour le VI, ici il faut convertir ces valeurs, on a en kilomètres par heure, je les convertis en mètres par seconde, donc en convertissant cette valeur, je trouve que VI est égal à 4,17 mètres par seconde. Donc VI est égal à 4,17 mètres par seconde. Pour le VF est égal à 8. VF est égal à 8,33 mètres par seconde en convertissant le 30 km par heure en mètres par seconde. Donc il sera égal à 8,33 au carré, 8,33 au carré, moins 4,17 au carré sur 2 fois 10. Voilà, en faisant cette application numérique, je trouve que le HF est à peu près égal à 2,6 mètres. Donc, on arrête cette première partie ici.